Qu'est-ce que c'est que ce titre à la con? Le biais du survivant, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Quand tu vas écouter des conseils de chefs d'entreprise, ils vont t'en donner plein. Tu as tous les chefs d'entreprise, je pense, qui ont une entreprise qui a marché, qui vont te dire oui, moi ça marche parce que. Mais tu sais quoi? C'est complètement faux. Les écoute pas. Tout ce qu'ils te racontent, c'est de la merde. Pourquoi ce que va te dire Steve Jobs sur l'entrepreneuriat, ce que va te dire Elon Musk sur l'entrepreneuriat, pourquoi ce que va te dire n'importe qui sur l'entrepreneuriat, c'est de la merde? Ben, c'est tout simple. C'est cette histoire de biais du survivant. Quand tu écoutes un entrepreneur à succès, pourquoi il a du succès? Il a du succès pour plein de raisons. Il a du succès pour des dizaines de raisons différentes et il ne sait pas lesquelles. Il ne sait pas lesquelles, sauf si il a passé beaucoup de temps à l'analyser. Et les gens qui sont responsables d'une boîte à succès, ils n'ont pas le temps d'analyser les causes de leur succès et de leurs échecs. Personnellement, j'ai planté plusieurs boîtes et j'ai réussi plusieurs projets modérément. Voilà, il y a des projets qui rapportent en résultat net quelques dizaines de milliers d'euros par an. Vous pouvez dire que c'est nul. Bon, bah moi, ça me fait un petit revenu, c'est très bien. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Pourquoi moi, je saurais mieux? Ben, moi, c'est juste que j'ai pas cette espèce d'ego surdimensionné, donc je sais que j'en sais rien. C'est tout. Je sais que j'en sais rien, je me renseigne, j'écoute, etc. et j'analyse. En fait, le problème quand tu écoutes un entrepreneur à succès et puis machin, il a dit ça et tu le mets sur un piédestal, c'est que, bah voilà, en pratique, tu n'as aucune idée de si son conseil est bon ou pas. Alors, pourquoi le biais du survivant? C'est quoi cette histoire de biais? C'est un mécanisme cognitif qui fait que souvent, on va imaginer que quelque chose est valable en donnant des exemples sans prendre en compte tous les exemples où ce quelque chose ne marche pas. Je vais vous donner un exemple très simple. On va souvent entendre dire que les anciens, ils savaient construire. Voilà. On regarde la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est costaud, c'est solide. Même quand ça prend feu, on la reconstruit. C'est du costaud. On va prendre le pont du Gard. Ben voilà, vous voyez, ce pont, il a 2000 ans, il est toujours là, etc., etc. Il y a plein d'exemples de vieilles architectures, le Colisée, etc. Il y a plein d'exemples de belles architectures traditionnelles qui sont debout, qui ont survécu aux intempéries, etc. Ok, mais les maisons des gens à l'époque, elles sont où? Est-ce que vous avez une seule maison en France qui date du Moyen Âge? Très peu. Est-ce que vous avez une seule maison en France qui date de l'époque romaine? Zéro. Zéro logement en France date de l'époque romaine. Pourquoi? Ben parce que en fait, l'architecture du quotidien, les gens normaux, ils construisaient avec des matériaux de merde, avec des architectures un peu pourries, ils faisaient des choses à la va-vite, ils vivaient dedans, ils avaient des petits logements, etc. Ce que vous voyez, c'est que les meilleurs exemples. Et en fait, les meilleurs exemples d'aujourd'hui vont sûrement tenir à peu près aussi longtemps que les meilleurs exemples de l'époque. Peut-être pas le Burj Khalifa, peut-être pas, j'en sais rien, mais il y a sûrement des édifices d'aujourd'hui contemporains qui vont tenir 1000 ans ou 2000 ans. Il y en a, je ne sais pas les noms. Donc le biais du survivant, c'est de généraliser un cas particulier à tout un ensemble de choses, tout simplement. Et en entrepreneuriat, ça se voit tout le temps. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple de conseils d'entrepreneuriat que vont vous donner beaucoup de gens, c'est le fameux fake it until you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu arrives à le faire. Et un très bon exemple de ça, c'est Dropbox. Donc Dropbox, les gens connaissent un peu moins aujourd'hui, mais c'est une entreprise qui était la pionnière du stockage cloud. Et vous aviez un petit logiciel, vous placez vos trucs dessus, ça l'enregistre, ça le synchronise, et vous pouvez le synchroniser entre plusieurs machines. Bon, aujourd'hui, tout le monde a ça sur son poste, d'une manière ou d'une autre, que ce soit Dropbox, OneDrive ou autre. Mais c'était hyper innovant à l'époque. Et en fait, ces gens-là, quand ils ont présenté leur prototype, ils ont triché. Le prototype ne marchait pas. C'est juste que leur démo, il avait un peu bidouillé. Ils savaient que ça allait marcher, mais ça ne marchait pas. Et donc, voilà, c'est un conseil que vous avez souvent. Un autre exemple de ça, c'est Theranos, une boîte, une start-up de la tech qui a levé des centaines de millions pour faire un procédé innovant de détection sanguine. Ah ouais, ou les avions renifleurs. Les avions renifleurs, c'était le truc innovant qui a fait semblant que ça marche. C'était des avions qui étaient censés, par un espèce de mécanisme radar, détecter les nappes de pétrole. Et ça, il y a eu des millions d'argent public investis là-dedans. Et en fait, la techno n'existait pas du tout. C'est juste une arnaque. Mais
Les gens se sont emballés, ils ont dit on va y arriver, on va y arriver. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur le projet. En fait, personne n'y est arrivé. Ils n'ont même pas fait un vrai projet à partir de ça. Mais quand même, ils ont capté, ils ont vendu, etc. Et c'est pareil pour Theranos, cette idée où tu avais un appareil qui devait analyser ton sang. Et il ne parlait pas d'IA à l'époque, les bullshitters, il parlait d'autre chose. Mais en gros, l'appareil devait automatiser et détecter des maladies, etc. Et il y a eu des centaines de millions de levées pour ça. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à sortir la techno. Et ils ont fait semblant tellement qu'à la fin, c'est devenu une arnaque aussi. Donc faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives, ça peut être une bonne manière de capter des fonds quand tu es sûr que tu vas y arriver. Mais combien de gens se sont plantés et ont fini en tôle tout simplement à cause de ce conseil à la con? Ah, voilà. Toi, est-ce que tu es plutôt dans le camp de ceux qui vont y arriver quand même? Ou est-ce que tu es plutôt dans le camp de ceux qui vont finir en tôle? Moi, je pencherais que tu es dans le deuxième. En tout cas, moi, je suis plutôt dans le deuxième camp. Autre exemple qu'on va te dire souvent, c'est le client a toujours raison. Ouais, le client a toujours raison. Sérieux. Combien il y a de secteurs d'activité où le client, ben, il ne sait pas ce qu'il veut, quoi. Il ne sait pas ce il veut du pas cher alors que c'est une mauvaise idée, etc. Donc oui, en termes de marché, peut-être que le client a toujours raison, mais il suffit pas que des gens te disent des trucs pour que tu cales ton business dessus. Voilà, être le premier sur le marché, c'est un autre conseil. Vas-y, crée des nouveaux marchés, innove et tu vas faire énormément d'argent. Ben, regardez le concours Lépine. Vous connaissez le concours Lépine? Le concours Lépine, c'est un concours de gens qui inventent des trucs. Et si vous prenez la liste des gens qui ont gagné au concours Lépine sur les 50 dernières années, ouais, leurs inventions étaient malines. Combien on crée une boîte avec un produit qui rapporte à la fin? Je ne vais pas dire zéro, il y en a sûrement quelques-uns. Mais 90% des projets, ça mène nulle part. Parce que oui, c'est pas parce qu'une invention est maligne. Voilà, ok, l'iPhone, c'est innovant. Bon, le presse-purée électrique, tout le monde s'en fout, quoi. Je vous donne quelques exemples de concours Lépine des années 2000, pour rigoler. Il y a un mec qui a inventé un truc, un instrument, qui s'appelle la cantate diatonique. Voilà. La cantate diatonique, c'est un nouvel instrument de musique. Voilà, un truc avec des cordes, etc. Vous avez entendu parler de ce machin? Rien du tout. C'est une invention, c'est innovant, tout le monde s'en branle. Marc, je sais pas quoi, je vois ta photo sur Google. C'est super, c'est super. Je te critique pas. C'est juste que c'est pas parce qu'un truc innovant que ça en fait forcément un produit qui va toucher le grand public. Voilà. Un autre exemple, un ordinateur simplifié pour l'accès aux seniors. Ouais, ça, on a vu partout. 2008. Il y en a plein. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Faites un ordinateur pour les vieux si ça vous amuse. Combien gagnent leur vie avec ça? Voilà, un ordinateur de base. On branche papier mamie, on lui met un petit OS simplifié. On n'a pas besoin d'une machine packagée pour ça. Si Apple ne l'a pas fait, bah, ça ne sert à rien de la faire. Un lecteur de braille de poche. Un mec qui a inventé un appareil en 2010 pour lire le braille. Bah, il a sûrement pas gagné sa vie avec ça. Parce qu'en pratique, aujourd'hui, tu as sûrement des applis sur ton téléphone qui font ça. Et du coup, un appareil qui ne fait que ça, ça sert sûrement à rien. Ils ne pouvaient pas imaginer en 2010 que tout le monde aurait un appareil photo dans la poche et que tu pourrais scanner des trucs et qu'en bougeant un peu le téléphone, voilà. La plupart des personnes malvoyantes ou aveugles, elles ont des appareils qui fonctionnent avec d'autres technos, notamment du NFC, et donc où ils détectent des balises et ils vont dire quelque chose qui n'est pas marqué en braille en fait. Et ils vont avoir énormément plus d'informations à partir de ces balises-là qu'à partir d'indications en braille. Donc lire le braille, c'est dépassé, c'est obsolète. C'était une super invention. Ça leur a peut-être rapporté un peu à l'époque, mais aujourd'hui, c'est mort. Donc voilà, des exemples de gens qui sont innovants, qui ont fait des inventions, des super inventions. C'est pas pour ça que vous faites un produit qui marche. Donc voilà quelques exemples de conseils de start-upers qui marchent. Puis je peux vous en donner plein. Des gens qui disent ouais, fais beaucoup de chiffre d'affaires, le reste suivra. Bah, moi, je connais plein de gens qui ont fait beaucoup de chiffre d'affaires et qui ont planté leur boîte à cause de ça. Parce que quand tu as un petit problème de gestion sur une petite boîte avec un modèle économique qui est en cours de construction, ça va. Mais ce petit problème, il peut devenir exponentiel en fonction de la croissance de ton chiffre d'affaires. Donc, un truc où quand tu fais 1 million, c'est pas très grave parce que tu perds 100 000 balles. Peut-être que quand tu fais 10 millions, tu vas perdre non pas 1 million,
mais 3, 4, 5 millions. Et donc, la différence entre les deux, ça va faire que ta boîte va couler parce que tu as grandi trop vite. Et ça, c'est arrivé plein de fois. Attention avec les entrepreneurs à succès. L'entrepreneur à succès n'est pas forcément la personne la mieux placée pour te dire si il a rencontré le succès pour telle et telle raison. Souvent, les gens, ils vont dire j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ça, c'était bien, j'ai fait ça, c'était bien. Ils oublient la chance. Toutes les boîtes qui marchent ont eu de la chance, sans exception. Tu arrives au bon moment, tu as le bon produit. Alors oui, c'est du travail, mais c'est aussi de la chance. Et ça, personne ne va vous l'expliquer dans les entrepreneurs à succès, parce qu'ils n'ont pas envie de dire ouais, j'ai du bol. Enfin si, je dis ça, il y en a qui le disent évidemment. Mais les grandes conférences TEDx et tout ça, c'est pas toujours le cas. Les mecs ils vont toujours vous donner certains facteurs. C'est bien de les écouter, c'est bien d'écouter leurs conseils, mais ne soyez pas là comme ça, juste comme une groupie, juste comme un croyant d'une religion, en écoutant le start-upper, en disant ah, bah, tout ce qu'il dit, c'est super intéressant. Non, ça peut être super intéressant ce qu'il raconte, mais il n'a pas la science infuse, le gars. C'est pas parce qu'il est multimilliardaire qu'il sait tout. Donc, utilisez votre propre cerveau, regardez bien les conseils, attachez-vous à trouver des contre-exemples systématiques pour avoir des conseils peut-être plus intéressants sur en quoi, sur un projet donné, cette idée, malgré le fait qu'elle soit bonne, c'est pas cette idée-là qui a gagné. Pourquoi ? Parce que des fois, être le premier sur un marché, par exemple, ça peut être une très mauvaise idée. Des fois, c'est le deuxième qui gagne parce qu'il copie le premier, il fait mieux, plus vendeur, avec moins de coûts de développement, et tac, il pique le marché. Et des fois, c'est le cinquième qui gagne. On n'en sait rien. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Tu ne peux pas deviner à l'avance si une boîte marche ou pas. Sinon, il y aurait des gens qui seraient multimilliardaires grâce à ça. Et en pratique, les gens, même les fonds d'investissement, dont c'est le métier de trouver des boîtes comme ça, ben, en fait, ils vivent à peu près autant de réussites que d'échecs. Ils investissent dans à peu près autant de réussites que d'échecs. Et c'est souvent une boîte qui, par hasard, entre guillemets, marche très bien, qui va financer tout le reste. Pourtant, c'est leur métier de détecter ces boîtes-là. Mais ils savent, eux, qu'ils ne sont pas bons. Et en pratique, personne n'est bon. Personne ne sait à 100%. Ce serait trop facile. Même l'IA ne sait pas. Hein. Vous faites des montagnes sur l'IA, mais l'IA ne sait pas qui va gagner. Voilà. Donc attention avec ce biais. Le biais du survivant, c'est l'idée selon laquelle une boîte qui marche a forcément raison, sait pourquoi elle a marché et va te donner des conseils. Mais la plupart des conseils que va te donner une boîte qui marche, ça s'applique aussi à des boîtes qui n'ont pas marché. C'est un ensemble de recettes, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de chance, c'est un bon produit, c'est un bon service, mais je vais vous donner d'autres exemples. Le Bon Coin, désolé pour le fondateur de Le Bon Coin si tu me regardes, mais Le Bon Coin, c'est un mauvais site. C'est un mauvais site qui est plein de bugs, qui d'un point de vue ergonomique a toujours été à côté de la plaque, qui a plein de défauts, et pourtant, c'est une boîte hyper rentable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le bon nom, ils ont répondu aux bons besoins. Malgré leurs faiblesses qui sont indéniables, ils ont réussi à agréger énormément de gens sur leur plateforme et donc à générer des revenus importants par rapport à ce truc-là. C'est une excellente réussite entrepreneuriale. Et cette boîte a pourtant plein de défauts. Donc même, il y a des gens qui ont plein de défauts qui réussissent, il y a des gens qui ont plein de qualités qui ne réussissent pas. Tu peux faire le produit miracle, t'adresser au bon marché, etc., etc. C'est pas pour ça que ça va forcément marcher. Parce que peut-être que tu auras quelqu'un qui te piquera la place une semaine avant toi. Et une fois que c'est piqué, c'est piqué. Voilà, tout simplement. Et peut-être que lui, il avait un produit de merde, mais qu'il a été plus vite que toi. Va savoir. Donc attention aux conseils entrepreneuriaux. C'est simplement là où je voulais en venir. Si ce que j'ai dit t'a intéressé, mets un pouce bleu. Si les conseils entrepreneuriaux t'intéressent, abonne-toi. Je suis disponible pour vous donner des conseils d'entrepreneuriat en privé. Contactez-moi par mail. Et si tout ça ne vous intéresse pas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.